Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Olivier Briac et je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Octopize, qui a développé une technologie qui permet d'anonymiser des données et donc de faciliter entre autres le partage de données. Et on va vous partager un cas d'usage sur un laboratoire, une industrie pharma Biomérieux. Allô? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Delphine Ganotte-Marie. Donc moi, je suis avocate en propriété intellectuelle, contrat, droit du numérique au cabinet Clermont Novus Avocat. Et donc, j'accompagne des startups, PME, grands groupes dans toutes les problématiques d'innovation. Aujourd'hui, on va aborder effectivement avec Olivier le cadre légal de l'anonymisation et l'anonymisation de données, avec effectivement le cas d'usage dont on a parlé, et notamment la problématique du transfert de données. Donc moi, je vais commencer par vous présenter justement le cadre légal applicable en matière de transfert de données personnelles en dehors donc, de l'Union européenne. Et Olivier va vous présenter. Donc le cas d'usage, en l'occurrence, c'est l'industrie pharma Biomérieux qui, avec les Hospices civils de Lyon, avait collecté un essai clinique d'environ 18 000 patients qui souffraient d'une pathologie, en l'occurrence la lésion rénale aiguë, peu importe finalement le sujet. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que grâce à ça, ils voulaient développer un nouveau protocole de soins avec ces données. La problématique était double. D'une part, c'est une cohorte rétrospective. Donc ça veut dire que c'est des patients en fait, dont les données ont été collectées et qui ont été collectées il y a un certain temps, donc en l'occurrence il y a à peu près une dizaine d'années, ce qui complique grandement le processus de recherche de consentement, puisque certains patients, 10 ans après ce genre de pathologie, potentiellement ne sont pas faciles à trouver, voire même potentiellement malheureusement décédés. Et en plus, la problématique, c'est que pour développer ce protocole de soins, il y avait un besoin de partager les données avec donc Biomérieux et une de ses filiales aux États-Unis. Et donc le challenge, c'était comment on peut accéder rapidement à ces données pour développer ce nouveau protocole de soins sur la base de ces données qui avaient été collectées. Donc effectivement, avant de rentrer un peu plus avant dans le cas d'usage, on va vous parler du cadre légal qui s'applique au transfert de données à proprement parler. Tu peux passer le slide, s'il te plaît. Donc avant de rentrer dans les mécanismes directement du transfert de données, je vais vous donner juste quelques définitions rapides parce que je pense que vous êtes tout à fait au fait du sujet. Déjà, de quoi on parle? On parle d'une donnée personnelle, donc c'est toute donnée, toute information qui se rapporte directement ou indirectement à une personne physique. Donc c'est toutes les caractéristiques qui vont permettre d'identifier une personne directement ou indirectement. Et à côté de ça, on a le RGPD qui nous donne donc cette définition de la donnée personnelle, mais également de la donnée de santé, donc qui va être une des problématiques donc, du cas Biomérieux, qui est donc toute donnée relative à la santé physique ou psychique d'une personne. Présente, donc une donnée qui est présente, passée ou future. Donc ça, c'est un point important et qui va révéler des informations sur l'état de santé de la personne. Donc ça, c'est un point particulièrement important. Donc je ne vais pas rentrer plus avant dans la donnée de santé en tant que telle, mais on va vraiment rentrer dans le mécanisme du transfert de données. Donc on sait déjà qu'il n'y a pas à proprement parler de définition qui a été donnée dans le RGPD du transfert de données. En revanche, la CNIL a donné un cadre, a défini l'acte de transfert comme toute communication, copie ou déplacement de données personnelles qui a vocation à être traitée par une personne dans un pays tiers à l'Union européenne. Donc l'aspect transfert de données impose effectivement un déplacement, une communication d'une donnée, tout un acte positif relatif à une donnée personnelle qui concerne une personne physique de l'Union européenne vers un pays tiers à l'Union européenne. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc effectivement... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du CEPD, qui est l'ex-G29, donc qui est un peu l'organe européen qui veille à l'application du RGPD dans tous les pays européens, puisque vous savez que le RGPD est un règlement européen qui est harmonisé au niveau de toute l'Union européenne, donc qui s'applique normalement de manière uniforme dans tous les pays de l'Union européenne, et qui précise que le transfert de données suppose la réunion de 3 critères.
Le premier, c'est qu'on est face à un responsable de traitement qui est soumis au RGPD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un responsable de traitement qui est soit situé au sein de l'Union européenne, soit qui traite des données de personnes physiques situées au sein de l'Union européenne. Ensuite, ça suppose qu'ils transmettent ou rendent accessibles des données à caractère personnel qui sont protégées par le RGPD. Donc ça suppose effectivement des données personnelles qui concernent des personnes physiques dans l'Union européenne. Le troisième critère, c'est qu'ils envoient, transmettent ou mettent à disposition ces données à un autre responsable de traitement ou sous-traitant qu'on appelle l'importateur, puisque l'autre personne, on l'appelle l'exportateur, qui va être situé dans un pays tiers à l'UE. Donc concrètement, comment on encadre de tels transferts mis à disposition de données personnelles vers des pays tiers? Donc là, pour le coup, pour maintenir un haut niveau de protection des données personnelles des personnes qui sont concernées par ces transferts, le RGPD a encadré dans son chapitre 5 le transfert des données personnelles et a prévu tout un tas d'outils, de mécanismes qui permettent ces transferts de données. Grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie d'outils alternatifs qui vont être utilisés. Le premier outil qui est mis en valeur, c'est ce qu'on appelle la décision d'adéquation. La décision d'adéquation, c'est quoi? C'est une décision qui est adoptée par la Commission européenne sur la base donc, du RGPD et qui permet de certifier, d'établir, garantir qu'un pays tiers qui a été donc audité, si je voulais, par rapport à un certain nombre de critères, notamment le respect des droits de l'homme, les garanties appropriées pour les personnes physiques qui veulent réagir face à leurs données personnelles. Il va garantir, donc la Commission européenne va garantir que cet État tiers assure un niveau de protection adéquat à celui de l'Union européenne. Donc, une fois que la décision d'adéquation est rendue, les organismes, les structures peuvent transférer, mettre à disposition d'organismes qui vont se situer au niveau de ces pays tiers pour lesquels il y a une décision d'adéquation qui a été rendue. Donc, ils vont pouvoir mettre à disposition les données personnelles sans avoir à mettre en place de mesures supplémentaires, puisqu'on considère qu'il y a un niveau, de garantie adéquat à celui prévu par le RGPD. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de décisions d'adéquation qui ont été rendues. On a aussi des pays qui sont prohibés, pour lesquels il n'y a pas de données personnelles qui peuvent être envoyées, en tout cas non recommandées. Donc voilà. Et en l'absence d'une telle décision d'adéquation, eh bien, il y a des garanties appropriées qui doivent être mises en place pour permettre l'envoi. Donc on a dit, la décision d'adéquation. En l'absence de décision d'adéquation, c'est ce que nous dit l'article 46 du RGPD, on nous dit le responsable de traitement qu'on appelle l'exportateur doit mettre en place ce qu'on appelle des garanties appropriées pour permettre l'envoi, le transfert, la mise à disposition de données personnelles vers des pays tiers qui ne bénéficient pas d'une décision d'adéquation. Donc on a un certain nombre d'outils qui sont cités par le RGPD dans son chapitre 5. Je ne vais pas vous faire tout le listing et tout le détail parce que ce serait un petit peu long, on a 25 minutes. Mais en tout cas, retenez qu'il y a quelques outils qui sont ceux qui sont les plus fréquemment utilisés. Ce sont les clauses contractuelles type qui sont établies par la Commission européenne. D'ailleurs, vous trouverez ces clauses contractuelles type sur le site de la CNIL qui les met à disposition. Grosso modo, ce sont des modèles contractuels qui permettent d'encadrer, de rendre licite l'envoi, le transfert, la mise à disposition des données personnelles vers le pays tiers, donc hors UE, dès lors qu'il n'y a pas de décision d'adéquation. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter la tâche des responsables de traitement lorsqu'ils veulent envoyer des données personnelles vers des pays qui ne bénéficient pas d'une décision d'adéquation. Il y a d'autres structures, d'autres règles, d'autres outils, des garanties appropriées qui existent et qui permettent justement d'assurer ce transfert de manière sécurisée et dans le respect de la réglementation. On retient notamment ce qu'on appelle les règles internes d'entreprise, dites les Binding Corporate Rules. Donc ça, ce sont des règles qui sont souvent mises en place au sein de groupes de sociétés, de grands groupes de sociétés qui vont avoir des filiales situées au sein de l'Union européenne, mais également à l'extérieur de l'Union européenne. Et ces Binding Corporate Rules permettent des envois de données d'une société A à une société B dans un même groupe en respectant ces règles. Donc ces règles, bien sûr, ces Binding Corporate Rules ne peuvent pas être adoptées en l'état. Elles doivent faire l'objet d'une approbation par le CEPD et nécessitent effectivement un certain nombre de contrôles. Donc on voit par exemple, si on veut rester dans la French Connection, on voit que par exemple AXA est une structure qui a mis en place des Binding Corporate Rules et qui permet d'envoyer à ces différentes structures des données personnelles.
Ensuite, on a un troisième cas, mais je vais passer très vite, c'est il y a des situations particulières d'urgence, quand on n'est pas dans des garanties appropriées ni dans les décisions d'adéquation, qui permettent l'envoi de données personnelles. C'est notamment quand on se retrouve dans une situation de catastrophe naturelle ou d'état d'urgence sanitaire absolue, quand par exemple on doit, pour des besoins de prise en charge d'humains dans des situations vitales, quand il y a eu des cyclones, des séismes, des inondations, malheureusement c'est de plus en plus d'actualité, quand on a besoin d'envoyer des données personnelles, dans ce cas de figure-là, on peut à titre exceptionnel envoyer des données vers des pays tiers sans avoir à mettre en place tout l'arsenal complexe. Voilà grosso modo le panorama que je pouvais vous exposer. Quelle est la situation particulière des États-Unis? Parce que souvent, on voit que les États-Unis, et le cas de Biomérieux va être concerné par le transfert de données vis-à-vis des US, on voit que ça a été quand même une grande saga, hein, le transfert de données vers les US. Donc jusqu'au 16 juillet 2020, vous savez peut-être que le Privacy Shield était la décision d'adéquation qui permettait l'envoi, le transfert, la mise à disposition de données de sociétés de l'Union européenne vers les organismes états-uniens. Sauf qu'il y a M. Schrems, qui est un Autrichien très actif dans la défense des données personnelles et des droits de l'homme, qui a à plusieurs reprises sévi et qui a effectivement saisi la Cour de justice de l'Union européenne et a fait invalider le Privacy Shield. Donc ça, c'était en juillet 2020. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne a effectivement considéré que le niveau d'adéquation n'était pas suffisant aujourd'hui au regard du Privacy Shield pour le transfert sécurisé de données. Il y avait notamment un point qui était souvent mis en exergue, c'était le fait que les services de renseignement américains pouvaient, pour tout motif, avoir accès aux données personnelles et sans qu'il y ait de mesures appropriées qui soient mises en place par les organismes américains pour permettre des recours par les personnes physiques de l'Union européenne qui voulaient justement voir mettre en jeu leurs droits d'opposition, leurs droits de retrait ou autres. Donc, avant Privacy Shield, il y en avait déjà le Safe Harbor qui était tombé en 2016. Enfin, bref, il y a eu toute une saga. Et il y a eu tout un ensemble de... je vous passe aussi la saga américaine, mais il y a la Commission européenne qui a retravaillé avec notamment en lien avec les services américains pour travailler sur une nouvelle décision d'adéquation, qui s'est fait plus ou moins retoquer par le Parlement européen. Là, c'était en mai 2023, disant que ce n'était pas suffisamment fort encore au regard notamment des services de renseignement américains. Et là, la Commission européenne, fort de tous ces retours du CEPD, du Parlement européen, etc., a émis en juillet 2023 une nouvelle décision d'adéquation qui a été notifiée à l'ensemble des États membres de l'Union européenne et qui permet aujourd'hui de dire que oui, on peut transférer des données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis sans garantie appropriée complémentaire ou autre mesure. Attention, ce n'est pas non plus open bar. On peut envoyer des données vers des organismes qui se sont auto-certifiés, c'est-à-dire qui se sont renseignés sur une liste tenue par le ministère de l'économie américaine pour justement certifier qu'ils répondent aux critères, aux mesures d'adéquation qui sont prévues par cette nouvelle décision d'adéquation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut envoyer des données personnelles vers ces États ces organismes qui sont listés dans cette liste donc tenue par le ministère de l'économie américaine. Alors oui, on peut le faire sans mesures supplémentaires de garantie. À défaut, on doit effectivement mettre en place des garanties appropriées. Alors je ne vous ai pas dit, mais il y a tout un tas de garanties appropriées, telles que la pseudonymisation, l'envoi haché, l'envoi morcelé de données. Voilà, il y a tout un tas de mesures qui existent. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que oui, on voit que le transfert des données vers les États-Unis particulièrement peut aujourd'hui se faire vers ces organismes-là. Ça reste complexe, ça nécessite quand même de vérifier un certain nombre de points, notamment cette liste. La liste aujourd'hui, elle a été publiée très très récemment. En gros, début septembre, elle n'était pas encore publiée. Là, je suis allée encore vérifier hier, elle est publiée. On n'a pas une liste, on n'a pas encore tous les organismes américains qui se sont certifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à défaut, on doit mettre en place des mesures techniques et des garanties supplémentaires d'envoi. Donc il y a une autre solution qui existe et qui est assez radicale, j'ai envie de dire, pour sortir un peu de ce giron, parce que grosso modo, quand on veut transférer de la donnée personnelle,
c'est soit on répond, on est dans une décision d'adéquation, soit on ne l'est pas, et dans ce cas-là, on doit mettre des mesures techniques supplémentaires. L'autre alternative, c'est quoi? C'est de sortir du périmètre du RGPD. Comment on fait? Eh ben, on anonymise les données. Ça permet effectivement de sortir du périmètre du RGPD, parce qu'une donnée anonymisée, et Olivier va nous l'expliquer, normalement, elle est irréversiblement anonymisée. Ça veut dire qu'on ne peut pas réidentifier la personne. Donc, on n'est plus dans une donnée personnelle, donc on n'est plus dans le périmètre du RGPD. Donc voilà, grosso modo, le cadre légal. J'ai été peut-être un petit peu bavarde, mais je laisse la parole à Olivier. Merci Delphine. Peut-être juste avant de reprendre directement sur le cas d'usage et le challenge avec Biomérieux, peut-être une petite halte d'explication. En fait, globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la donnée, il y a deux usages. Il y a l'usage pour les personnes. Quand on va soigner Delphine, par exemple, on utilise les données de Delphine pour Delphine. Et globalement, les données de Delphine, elles peuvent servir aussi quand elle est dans une cohorte pour soigner, apprendre finalement des pathologies des différentes personnes et avoir accès à de l'information en masse pour finalement améliorer les traitements et guider les choix qu'on va faire pour les individus. Et quand on utilise la donnée pour une personne, c'est bien celle de Delphine qu'on a besoin, et quand on cherche à apprendre d'un point de vue global, à partager des informations, et qu'on n'a pas besoin de réidentifier des personnes, eh ben, l'enjeu, en fait, c'est de ne plus utiliser des données personnelles pour ne pas faire prendre de risque de réidentification. C'est-à-dire que quand c'est de la donnée personnelle, on dit utilisons de la donnée personnelle. Quand ça ne l'est pas, l'idée, c'est d'utiliser de la donnée anonyme pour éviter de faire fuir la donnée. Donc le RGPD a évidemment apporté beaucoup sur la protection qui était due aux individus, aux patients, etc. Mais l'actualité se charge de nous rappeler que malheureusement, il n'a pas tout réglé. Parce que quand quand on utilise de la donnée sans qu'il y ait besoin de réidentifier des personnes, malheureusement, on utilise toujours de la donnée personnelle. Et donc, évidemment, ce qu'on dit, c'est utilisons de la donnée anonyme pour éviter ce genre de fuite. Et on pense que c'est un enjeu légal, mais aussi un enjeu éthique. Et donc, la question, c'est comment faire. Et je vais vous présenter un cas d'usage où on a répondu à cet enjeu, puisque là, on est bien dans le cas d'une cohorte qui a été collectée pour des patients. Mais là, l'intérêt de Biomérieux, c'était de développer un nouveau protocole de soins pour améliorer le soin, pas de qui que ce soit en particulier, mais de tout le monde. Et donc, dans ce cas précis, on n'a plus besoin de revenir aux individus. Et donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué d'utiliser de la donnée anonyme d'un point de vue légal, bien sûr, mais aussi d'un point de vue éthique aussi. Donc, je vous ai dit, c'était 17 843 patients, cohorte rétrospective. Et donc, l'enjeu, c'était de pouvoir accéder rapidement aux informations contenues dans les données, les partager à une filiale de Biomérieux aux États-Unis pour développer ce fameux protocole de soins. Donc, des alternatives, il y en avait. La première, c'est on abandonne le projet. La deuxième, c'est on fait venir des personnes de la filiale aux États-Unis en France pour accéder directement aux données aux hospices civils de Lyon. Donc les HCL, là, c'est des hôpitaux à Lyon. Mais alors évidemment, c'est hyper compliqué parce que ça reste de la donnée personnelle. Il faut faire accéder des personnes pendant une durée longue dans les centres de soins qui ne sont pas prévus pour ça et qui ne sont pas habitués à ce genre de sujet. Et donc, au-delà d'être complexe, c'est aussi long. Et dans le cadre du développement d'un protocole de soins, le temps et l'innovation, plus on va vite, mieux on se porte. Et voilà, donc l'objectif, c'était d'aller vite. Donc, comment on a fait alors, les contraintes, c'est que déjà, il y a une problématique de transfert de données, parce que le transfert de données, c'est un traitement de données ultérieur. Et en fait, on a besoin d'avoir une conformité légale pour pouvoir envoyer ces données aux États-Unis. Donc, je vous ai dit, il y avait 3 possibilités. Annuler, recueillir un nouveau consentement, mais c'était quasiment impossible parce que recueillir un nouveau consentement sur une cohorte rétrospective, c'était une opération extrêmement compliquée puisque la cohorte avait plus de 10 ans, certaines personnes étaient déjà décédées. Et donc, ce qu'on a décidé, c'était d'anonymiser les données. Alors,
évidemment, comme je vous disais, on aurait pu faire venir les personnes aux données, mais c'était très compliqué. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le contexte de contraintes légales, on a décidé d'anonymiser les données, donc de transformer la donnée personnelle en une nouvelle donnée, qui est une donnée de synthèse anonyme, et qui va permettre, d'une part, d'empêcher la réidentification des individus, donc de la rendre anonyme et de façon irréversible, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un individu, d'un patient, à une donnée de synthèse anonyme, les avatars, mais que le sens contraire n'est pas possible. Et d'autre part, conservation des informations statistiques qui sont contenues dedans. La méthode, en fait, elle va transformer de façon irréversible la donnée personnelle en une nouvelle donnée de synthèse anonyme qu'on appelle des avatars, sur laquelle on va être capable de prouver la protection qui est apportée. Parce qu'on considère que l'enjeu, c'est pas tant d'exploiter, c'est d'abord de prouver la conformité réglementaire, c'est-à-dire de justifier comment la donnée sort du cadre du RGPD. Et ça, en fait, c'est très simple. Il y a des caractères qui sont, des critères, pardon, qui sont à démontrer. Alors, c'est simple dans le sens où c'est objectif. C'est-à-dire qu'il y a 3 critères qu'on doit démontrer. L'impossibilité d'individualiser, de corréler et d'isoler, individuer. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Impossibilité de... bon, ça va me revenir. Bon, peu importe. Il y a 3 critères qu'il faut être capable de justifier et on doit le prouver. Donc c'est assez simple parce que les critères sont objectifs. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de prouver cette impossibilité de réidentifier tout en conservant les informations qui sont issues du jeu de données. C'est-à-dire qu'on peut apporter de la protection et rendre la donnée inutile, mais si l'enjeu, c'est d'avoir une donnée qui soit impossible à réidentifier, donc vraiment anonyme, la finalité, ça reste l'exploitation. Donc ça, c'est évidemment ce qui est pas simple, c'est de garder la qualité informative du jeu de données. Et donc, évidemment, on doit pouvoir être capable d'apporter la preuve aux responsables de traitement, en l'occurrence Biomérieux, et c'est ce que notre technologie a permis de faire. Alors, je vous donne une illustration. Vous avez 2 schémas. À gauche, vous voyez en gris foncé, vous avez des variables qui sont les variables issues des données personnelles. Et en bleu clair, vous avez la même variable issue non pas des données personnelles, mais des données qui ont été transformées sous forme d'avatar. Et donc vous voyez à gauche que les proportions sont évidemment gardées. Et à droite, vous avez une représentation type ACP, on pourra en reparler après. Et vous voyez en fait la dispersion des points, c'est des coordonnées. Il faut comprendre chaque point comme étant un individu. C'est-à-dire que ce n'est pas une combinaison par exemple de taille et de poids, c'est une combinaison multiple de plusieurs informations qui sont recensées dans un point. Et là, vous voyez que on a les données personnelles en gris et les données qui ont été transformées, les données avatars en bleu ciel, qui se superposent et donc qui montrent qu'on a été capable de conserver l'information dans le jeu de données. Alors, le retour sur investissement pour l'industriel, évidemment, c'est un gain de temps énorme. C'est 1 an en fait, de gain de temps dans le processus. C'est un sujet finalement au-delà du temps qui n'aurait pas été possible si l'anonymisation n'avait pas été permise. Et donc c'est aussi un sujet légal et éthique qui a permis que le partage puisse se faire avec les filiales aux États-Unis. In fine, c'est la recherche qui accélère grâce à cette technologie et qui a permis le développement d'un nouveau protocole de soins. Et donc, en faisant avec ce cas d'usage, on a réussi à montrer que c'était possible de partager la donnée sans le faire au détriment des individus à l'origine. Et donc voilà, bon, écoutez, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous par la suite si vous avez des questions sur le sujet du transfert de données et de notre technologie Avatar. Merci à tous. Merci.